Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise décalée en raison de la cérémonie d'échange des vœux entre les agents et cadres de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté à cette cérémonie riche en couleurs à laquelle préparent les membres du gouvernement, autorités politico-administratives du pays. Ça s'est passé à l'espace Kemecha dans la commune de la Gombe. Les populations des provinces de l'Ituri, Tchopo, Maniema Nord et Sud Kivu ainsi que le Bas et le Haut-Tuélé sont appelées à s'enrôler. L'opération d'identification d'enrôlement de ces Congolais a débuté ce jeudi 16 février 2023. Elle a été lancée par le président de la commission électorale nationale indépendante de province de la Tchopo. Le rapporteur adjoint de la CENI au nom du président de Nikadima Kazedi également lancé cette opération à cet avant-midi à Goma de la province du Nord Kivu. Reportage. 16 février 2023, une date historique pour la pour l'ère 3 qui comprend 7 provinces de la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi de cette opération est donné à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, ce conformément au calendrier électoral. Ce membre de la centrale électorale avait auparavant sollicité l'accompagnement des autorités locales dans le cadre du déploiement du personnel et du matériel de la CENI dans cette province. Nous, comme CENI, nous avons, au regard de la situation particulière que traversent les territoires de Rutshuru, les territoires de Massissi et les territoires de Nyiragongo, nous avons tenu important d'échanger et de partager avec les acteurs politiques et toute la notabilité de ces entités pour trouver des mécanismes légaux et des mécanismes ordinaires qui pourraient nous permettre non simplement d'enrôler ceux qui sont les déplacés, mais aussi de tenir compte de ceux qui ne sont pas encore sous l'occupation de notre armée. Pour le rapporteur adjoint de la CENI, les autorités provinciales ont rassuré de la sécurisation de tous les centres et le déploiement de la police nationale congolaise en vue d'encadrer le déroulement de l'opération. Retour ici à Kinshasa, la capitale, pour vous parler de cette rencontre au palais présidentiel du Mont Galima. Hier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko, président en exercice de la Communauté économique d'État de l'Afrique de l'Ouest. Une audience suivie pour vous par Elvira Panzou. La République démocratique du Congo est devenue de plus en plus fréquentable grâce à la diplomatie agissante du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à 16h, heure locale, que l'appareil transportant à son bord le chef de l'État bissau-guinéen et président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, a atterri à l'aéroport international d'Ndjili pour une visite éclair. À sa descente d'avion, l'hôte du président Tshisekedi a été accueilli par le ministre du Numérique, Désiré Cachemire Eberand, et les conseillers principaux du chef de l'État au collège juridique. Après avoir traversé la haie d'honneur, le président Sissoko a eu un moment d'échange au pavillon présidentiel avant de prendre la direction du palais présidentiel du Mont Galima, où il a été accueilli chaleureusement par son hôte Félix Tshisekedi. Les deux hommes d'État se sont retirés pour un tête-à-tête qui n'aura duré qu'une dizaine de minutes et rien n'a filtré de ces échanges. Aussitôt après cette entrevue, le président Umaro Sissoko a quitté Kinshasa dans la soirée. Les deux chefs d'État se sont convenus de se rencontrer à Addis Abeba dans le cadre de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Réunion hebdomadaire à la primature, elle a été présidée hier par le Premier ministre Jean-Michel Samal-Kondé. Le comité de conjoncture économique était autour du chef du gouvernement pour examiner la situation économique du pays à travers le contexte international. Paty Tondouan, reportage. Les débuts des travaux de finalisation de la réhabilitation du stade des Martyrs fixés au plus tard le 15 mars prochain.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a présidé ce mercredi 15 février 2023 la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique, a instruit les ministres des Sports à faire diligence pour présenter les éléments du dossier sur les stades des martyrs en passe d'homologation par la CAF. Sur le ministre d'État en charge du budget qui a fait l'économie du dossier à la presse, le chef du gouvernement a obligé les partis en présence à terminer le plus vite possible avec ces dossiers qui n'a que trop duré. Le ministre des Sports a plutôt rassuré les comités que les travaux se déroulent normalement, à écouter le ministre d'État Aimé Boji. Et à cet effet, il a informé le comité de conjoncture que les travaux sont bel et bien en cours. Il a présenté un état des besoins pour les travaux qui doivent encore être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars. Un état des besoins a été présenté au comité pour les restes des travaux à exécuter, affirme le porte-parole du comité des conjonctures économiques. On a noté que les prix des principaux produits d'exportation ont baissé sur le marché international, mais en même temps le prix des produits pétroliers ont augmenté. En ce qui concerne les principaux indicateurs économiques, l'inflation se situe à 2,9% cumul annuel et en glissement annuel, il se situe à 15,6%. Mais toutefois, la réunion a été ouverte à d'autres questions d'actualité de l'heure, notamment les taux d'échange pour lesquels le comité a été apaisé sur des mesures prises pour arrêter toute hémorragie sur les marchés d'échange. L'État hôte les 9e Jeux de la francophonie 2023 et la RDC. La 9e édition de ces Jeux se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Pour ce faire, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée au terme d'une mission d'évaluation des préparatifs de ces Jeux. Et la délégation a eu des entretiens ce mercredi avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'est réparti avec Pati Tondouangou. Après plus de mois à Kinshasa, la mission d'évaluation des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie de la délégation de l'OIF touche à sa fin. Sa rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, c'était pour présenter les rapports de la dite mission conduite par l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, qui du reste a réitéré la détermination de son organisation d'accompagner et d'appuyer le gouvernement congolais pour la réussite de ces Jeux qui mettent en commun les athlètes qui ont en partage la langue française. Bon, il est clair, on ne va pas se le cacher qu'on connaît certains retards sur la livraison et la réalisation de certains travaux d'infrastructure qui, je le rappelle, sont un chantier très ambitieux, très complexe, avec beaucoup d'infrastructures qui sont nécessaires, pas simplement pour les Jeux, bien entendu, mais qui sont censés être un legs pour la jeunesse et pour le peuple congolais ici. Donc nous veillons à continuer à appuyer les autorités congolaises, s'assurer que ces infrastructures soient livrées à temps pour les 9e Jeux. Je pense que la volonté politique est absolument claire de la part des autorités de la RDC. La volonté d'accompagnement de l'OIF et de nos États membres est absolument claire. On a besoin que ces Jeux se tiennent. La jeunesse francophone a besoin de venir à Kinshasa pour démontrer sa vaillance et ses talents au monde entier. Donc on veut tous que les Jeux se tiennent. Ici, il était question de faire les rapports parce que plus de mois, il y a une mission d'accompagnement qui est ici à Kinshasa et dont leur mission a pris fin. Il était question de faire les rapports au Premier ministre sur l'évaluation, sur l'état d'avancement de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Le chef du gouvernement a remercié cette délégation pour la confiance placée à la République démocratique du Congo et a donné des instructions au Comité national d'organisation pour accélérer les travaux des infrastructures devant abriter ces grands messes sportifs francophones, a affirmé le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga Mukanzo. La crise humanitaire qui sévit en RDC, plus précisément dans sa partie est, causée surtout par l'agression rwandaise. Le ministre de la Défense en a échangé avec le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires. Gilbert Kabanda a plaidé sur la prise en compte de cette situation par la communauté internationale. Jeudi Boutiri Nzazi nous en parle. Aux Nations Unies, les problèmes de la RDC ne sont pas oubliés. Voilà qui justifie cette rencontre de la sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge des droits humains, Madame
Ilse Brand Keris avec le ministre de la Défense nationale, le Dr Gilbert Kabanda Kourenga. Les questions liées à la crise humanitaire en RDC, qui est la 3e plus grande au monde après l'Afghanistan et l'Éthiopie, parce qu'il y a actuellement en RDC 26 millions de personnes qui ont besoin de l'assistance humanitaire. Nous sommes là, déjà les collectes de données et les violations et les abus des droits de l'homme. C'est notre équipe ici sur le terrain qui travaille depuis longtemps. Le ministre de la Défense a fait savoir à son interlocutrice que la guerre nous imposée par le Rwanda sous couvert par le M23 dans l'est de la RDC accentue de plus en plus cette crise humanitaire avec de nombreuses personnes déplacées, des blessés de guerre, d'où il faut une solution urgente. Autre chose, un point de presse pour présenter le baromètre national du climat des affaires, un outil de mise en convergence des pouvoirs publics et des opérateurs économiques dans l'amélioration du climat des affaires. La cérémonie a eu lieu au Pullman Hotel. Edith Alakatala, reportage. En l'absence de l'indice Doing Business, la République démocratique du Congo peut s'évaluer en climat des affaires par le baromètre national du climat des affaires qui a été présenté mercredi par la cellule climat des affaires de la présidence de la République. Un indice qualitatif, quantitatif et chiffré, élaboré avec 2 cabinets experts, dont Deloitte et GESMA, pour mettre en cohérence les réformes à entreprendre par le pouvoir public et les difficultés des opérateurs économiques, comme le confirme le coordonnateur de la cellule, Roch Bachala Koubinda. C'est un véritable changement de paradigme. Aujourd'hui, par le baromètre, ce qu'on veut, c'est d'aller en profondeur, de saisir et de cerner les vraies problématiques qui se posent et d'apporter des solutions efficaces et appropriées aux problèmes des opérateurs économiques. Et donc, il y aura même la possibilité, au travers de cet outil, d'avoir des résultats agrégés en fonction des secteurs et des différentes zones du pays. En présence de plusieurs acteurs, le ministre du Plan par intérim, Crispin Badou, l'Agence nationale de promotion des investissements ANAPI, les représentations des organisations des entrepreneurs, les diplomates, des objectifs du baromètre ont été épinglés par les experts. Ce sont notamment l'intégration des dimensions locales, l'amélioration de la prise en compte des préoccupations des opérateurs économiques, le tout reposant sur une approche holistique en termes de couverture nationale. Le baromètre national du climat des affaires scrute l'environnement des affaires, la conjoncture économique et les sujets d'actualité susceptibles d'influencer le monde des affaires. La coopération dans le domaine de la formation pour la création d'une classe moyenne, sujet qui a mis autour d'une table le ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou Kabinga avec 2 acteurs majeurs tunisiens dans la formation professionnelle. C'est en présence de l'ambassadeur de ce pays en RDC. Le point avec Sédé Kenina. Anis Jaziri, président de Tunisia Africa Business Consul. Amin Rouadani, directeur de l'Institut de formation de Bouebdeli Education Group. 2 personnalités tunisiennes venues lancer une invitation à la patronne de la formation professionnelle et métiers afin de participer au mois de juillet prochain à un forum annuel consacré exclusivement à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle. Un grand rendez-vous avec les bailleurs de fonds, les officiels de ces 2 secteurs, les partenaires techniques au développement, bref, avec l'écosystème de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle en Tunisie. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou Kabinga, a fait part à ses interlocuteurs de sa volonté d'organiser des formations modulaires en ambulatoire dans les communes de Kinshasa afin de répondre aux soucis du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de doter la RDC d'une main-d'œuvre qualifiée, capable de relever les défis de développement. L'objectif du forum, bien sûr, c'est de développer cette coopération sud-sud entre la Tunisie et les différents pays africains. On a une expertise dans différents secteurs. On est là aussi pour investir dans le domaine de la formation professionnelle à Kinshasa et pourquoi pas en RDC pour aussi accompagner les jeunes. Par ailleurs, la ministre de la formation professionnelle a pris l'engagement de prendre part à la 4e session du Forum économique tuniso-congolais qui se tient du 14 au 18 février 2023. Et ce en prélude du Forum de juillet qui va à coup sûr ouvrir d'autres opportunités à la République démocratique du Congo en matière de formation professionnelle et apprentissage des métiers.
Le contrat de désendettement et développement durable, un projet financé par la France. À Kinshasa, le comité d'orientation de suivi a tenu sa réunion ordinaire de l'année pour faire le point sur son organisation et fonctionnement. Les ministères concernés par la question y sont réunis autour de la délégation de l'Agence française de développement au fleuve Congo-Hôtel. Les détails avec Oscar Malkaï. Au cours de sa réunion ordinaire de l'année 2023, les comités d'orientation et de suivi du CDD, contrat de désendettement et développement, a fait le point sur son organisation et fonctionnement, les bilans de la mise en œuvre du premier CDD, ainsi que pour approuver les affectations de fonds du second CDD. Concernant son organisation et fonctionnement, les membres du COS, entendez comité d'orientation et de suivi, ont noté la nécessité de se réunir régulièrement pour faire le point sur l'état de mise en œuvre du CDD suivant les dispositions du décret 14/004 portant création, organisation et fonctionnement. Au cours de cette réunion, les rôles et responsabilités de tous les acteurs ont été rappelés par les membres du comité d'orientation et de suivi. S'agissant du bilan de la mise en œuvre du premier CDD, les membres du COS se sont félicités sur les résultats obtenus dans les secteurs de concentration du premier CDD, à savoir éducation, formation professionnelle, eau et assainissement, ainsi que dans la gouvernance financière. Ce mécanisme a l'avantage d'être pratique, assez simple, facile à mettre en œuvre, puisque l'argent part d'ici, il va et revient vers nous. Et donc, nous devons en faire le meilleur usage possible. Et j'espère que nous allons maintenir cet élan pour que rapidement nous puissions apporter des solutions à nos populations. Dans le secteur de l'eau, les membres du COS ont noté la mécanisation de plus de 26 700 enseignants sous la période 2013-2021 et la construction de plus de 700 salles de classe dans 114 écoles à Kinshasa, Bandundu et dans la province du Congo central. Au niveau de la formation professionnelle, les membres du COS se sont félicités de l'inauguration par le chef de l'État du bâtiment de l'INPP Mbandaka en vue de répondre aux besoins de formation des jeunes dans cette province. Régulièrement, nous nous rencontrons au niveau politique, c'est-à-dire les autorités gouvernementales de la RDC et puis les autorités françaises représentées par l'ambassadeur à Kinshasa pour décider des orientations, c'est-à-dire valider les secteurs, les projets qui feront l'objet de ce financement particulier. Les échanges devront se poursuivre pour déterminer les activités devant être couvertes par la composante formation professionnelle et la composante eau et santé. Les travaux de reclassement des organismes auxiliaires 2023 ont été clôturés dernièrement par le ministre d'État Aimé Boji Sangara. Le ministre du Budget s'est réjoui de l'atteinte de tous les objectifs attendus. La cérémonie avait eu lieu au Salon Rouge du siège du gouvernement central. Rikin Zouzilou, un reportage. Au terme de 14 jours de réflexion et d'échanges sur la problématique de reclassement des organismes auxiliaires, les résultats de cet atelier sont très attendus car ils constituent le dernier virage afin de boucler définitivement les maquettes programmatiques en vue d'accomplir les conditions de basculement du budget en mode programme. C'est en ce terme que le ministre d'État, ministre de Budget, Aimé Boji Sangara, s'est exprimé en prononçant son discours solennel de clôture de l'atelier de reclassement des organismes auxiliaires, travaux ouverts le 30 janvier 2023. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du processus de réforme des finances publiques car il a permis l'atteinte de l'un des préalables majeurs de la feuille de route qui balise la migration vers les budgets programmes que s'est fixé notre gouvernement sous la houlette de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Pour la mémoire collective, Aimé Boji Sangara a rappelé l'importance et l'objectif de la loi numéro 11/11 du 13 juillet 2011 relatif aux finances publiques. Ces organismes auxiliaires émergeant à ce jour au budget sont reclassés, comme cela vient de nous l'être dit, soit en budget annexe, soit en service de dépenses, ou encore en établissement public. Des secrétaires généraux, des directeurs, des conseillers et des responsables des organismes auxiliaires. Engagés et déterminés, nous relevons ensemble le défi de la mise en œuvre des conclusions et recommandations des présents travaux. Tel était le souhait final exprimé par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara.
Parlons de ces jeunes entrepreneurs congolais de la diaspora qui ont décidé enfin d'investir dans leur pays, la RDC. Ils ont affiché cette volonté lors d'un forum dénommé Congopreneur tenu à Paris en France. Les explications avec Mireille Nick. Congopreneur, ce rendez-vous des entrepreneurs décidés à construire la RDC de demain, a vécu à Paris. La diaspora congolaise réunie au sein de la structure Congo Synergie Club en collaboration avec le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ont au cours de ces assises tenues le 10 février dernier eu à échanger les besoins et les attentes des entrepreneurs de la diaspora congolaise de France afin de contribuer à la promotion d'une classe moyenne en RDC. Ces débats à cœur ouvert entre le DIRCAB du ministère de l'entrepreneuriat Justin Magala et Congo Synergie Club coordonné par Leslie Lundula a permis aux jeunes entrepreneurs vivant en France de s'informer sur les b.a.-ba de l'entrepreneuriat afin de réussir leurs affaires en RDC avec l'appui du gouvernement de leur pays d'origine. Aujourd'hui, la RDC, c'est un désert entrepreneurial. Pour nous, c'est que nous attendons de vous. C'est votre expertise sur le plan des normes, sur le plan du conditionnement, le plan de l'emballage, pour rendre ces incubateurs et cette production efficaces sur le plan autant national qu'international. Soucieux d'investir en RDC, ces jeunes entrepreneurs connaissent de sérieuses difficultés pour y parvenir. Ils ont par la même occasion sollicité les allègements fiscaux et des séances de sensibilisation sur l'entrepreneuriat pour bien s'approprier le programme congolais Pronadec visant à accompagner le PME congolais. J'ai en fait un organisme de formation qui est spécialisé dans le domaine linguistique, notamment l'anglais, à visée professionnelle. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est un domaine important ou intéressant pour investir au Congo? Des assurances fermes l'air ont été données par le directeur de cabinet Justin Magala qui a réitéré la volonté du gouvernement congolais par le truchement du ministère de l'entrepreneuriat de maintenir une étroite collaboration avec la diaspora congolaise, particulièrement celle de France, pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Il s'y est de noter que cet événement a réuni plusieurs associations œuvrant dans l'écosystème entrepreneurial venant de partout, dont l'Action pour le développement et l'intégration sociale à 10 en sigle, avec à sa tête son président, Adrien Seba. Clôture de la 3e revue annuelle du plan cadre de coopération des Nations Unies sur les travaux de validation de la revue annuelle 2020-2024. Ces travaux ont été clôturés par le vice-ministre des Affaires étrangères. Plus de 150 experts internationaux, nationaux et locaux se sont retrouvés à Kinshasa. Au cours de ces travaux, l'accent a été mis sur la croissance économique inclusive et le développement agricole. Mamita Bangoulou pour la synthèse. 3 jours d'intenses travaux collectifs sur la revue annuelle du développement durable des agences du système des Nations Unies ont suffi pour les experts du gouvernement, ceux de bailleurs de fonds du secteur privé, de réfléchir afin de valider la revue annuelle dans le cadre de coopération des Nations Unies avec la RDC pour le développement durable 2022-2023. L'activité de ces jours consiste à présenter les résultats consolidés par ces experts pour leur validation. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Bruno Lemarquis, a soutenu que c'est grâce à cette validation faite par le décideur politique partie prenante du cadre de coopération dont les experts ont travaillé en amont. Ce cadre de coopération, il a 3 grands volets. Un volet qui est autour de la consolidation de la paix, la gouvernance, l'état de droit, la question de sécurité. Un volet qui est autour de la croissance économique inclusive, le développement agricole, la protection sociale, la protection de l'environnement, les questions de climat. Et un volet autour des services sociaux de base et de l'assistance humanitaire, même si l'assistance humanitaire, il y a également un autre système qui est l'architecture humanitaire pour s'occuper de ça. Pour le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, la RDC a besoin de la paix, rien que de la paix. Les chefs des agences ont tour à tour exprimé les besoins des moyens matériels et financiers afin d'accomplir leur mission sur terrain. Il faut noter que cet exercice marque également la clôture du plan de travail conjoint pour l'exercice 2022, ce qui balise le chemin à la planification conjointe pour l'exercice 2023 dont l'organisation est prévue durant le premier trimestre de l'année en cours.
cours, en tenant compte, entre autres, des priorités des programmations identifiées et les recommandations formulées durant cette revue. Autre actualité, quelques écoles de la ville de Kinshasa ont bénéficié des matériels didactiques, dont du partenariat entre la compagnie des théâtres et la Fédération suisse. L'objectif est de former les élèves et renforcer leurs connaissances dans le domaine artistique. On en parle avec Anastasie Doumbou. Appuyée par la Fédération suisse, la compagnie du théâtre des intrigants vient de signer un partenariat avec certaines écoles de la ville-province Kinshasa dans les domaines artistiques. Ces partenariats concernent les arts du spectacle qui devraient se concentrer principalement sur la transmission des savoirs et des techniques, de la facture des instruments et du renforcement des liens entre le maître et l'élève. Ceci en vue de promouvoir une approche plus experte. C'était au cours de la cérémonie d'ouverture des saisons artistiques 2023 que son directeur général Valentin Mitendo Mwadi a contextualisé cette activité pour la promotion et la lutte contre les antivaleurs. Il faut, à partir de ce moment, pour les 40 prochaines années, il faut faire la relève. Il faut une nouvelle génération qui prenne le bâton de pèlerin. C'est eux qui doivent jouer, c'est eux qui doivent organiser toutes les activités artistiques et culturelles que nous avons ici. Et pour ce faire, au mois de mars ici, nous allons inscrire le nom des artistes qui auront souhaité venir jouer avec nous, mais ils passeront par une audition. Et ce sont ceux-là avec qui nous allons commencer à monter les nouveaux spectacles pour que nous ne puissions pas avoir de rupture quand nous tous nous serons partis. La pratique d'activités artistiques a plusieurs avantages, tant sur le plan physique et intellectuel, à privilégier en cas de comportement violent et agressif, de se libérer des tensions et les émotions négatives. Des machines à coudre et d'autres fournitures bureaux ont été remis aux différentes écoles sélectionnées. La cérémonie s'est clôturée par des spectacles, ballets et théâtres. Les mines représentent un secteur de prédilection pour l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. C'est dans cette optique que la délégation de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo a pris langue avec le directeur général de l'RSP pour harmonisation d'un accord de collaboration. Reportage Jean-Pierre Ndolo Demazou. Trouver une convergence de vues afin de redynamiser les passerelles de collaboration entre l'ARSP et la FEC. Tel est l'objectif des échanges qui se sont déroulés cet après-midi au siège de la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, en RDC. En effet, dans une ambiance détendue, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, l'honorable Miguel Katem-Kachal, ses collaborateurs provinciaux et régionaux, ainsi que la délégation de la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo, conduite par Louis Watoum, ont évoqué la feuille de route pour 2023 afin de valoriser les activités de la sous-traitance principalement dans le domaine de mines qui se présente comme étant le plus grand secteur porteur de croissance en RDC. Faire un tour d'horizon de tout ce qu'il faut pour finalement promouvoir la sous-traitance locale. Nous partageons ce même souci, celui de voir les Congolaises et les Congolais qui vont dans la sous-traitance locale se retrouver, créer des richesses et finalement constituer cette classe moyenne que nous appelons de tous nos voeux. Nous avons donc parlé de tous ces sujets qui sont très importants. Ce tour d'horizon aura permis au DG de cette institution publique et ses invités de pouvoir cerner le problème qui constitue un frein au développement de la sous-traitance locale afin d'y remédier. Le défi, c'est au-delà de la volonté politique qui est déjà avérée, qui est là, au travers de la loi de la sous-traitance qui existe, c'est rendre cela pratique. C'est que nous regardions tous dans la même direction, c'est ça le vrai défi. Il faut que les donneurs d'ordre comprennent qu'il faut ouvrir les opportunités à nos sous-traitants locaux. Merci à l'autorité, merci au chef de l'État, parce qu'il a ce souci-là de voir cette classe moyenne se développer. A noter que la création des richesses et constituer la classe moyenne congolaise reste véritablement le cheval de bataille de Miguel Katem-Kachal, selon les orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 600 candidats venus de toutes les 26 provinces et d'autres pays africains ont été soumis à un test d'admission à l'école de santé publique de Kinshasa pour l'année académique 2023 à 2024. Le concours a eu lieu le samedi 11 février dernier au Dépanda. Reportage. L'école de santé publique de Kinshasa commence déjà à mettre en musique les recommandations de la dernière réunion technique élargie tenue récemment à Béatrice Hôtel à Gombe
en organisant le test d'admission. Sur un total de 768 candidats postulant, 654 candidats seulement sont présélectionnés et admis pour participer au test de cette année académique 2023-2024 pour l'ensemble de 26 provinces, y compris 5 autres candidats venus de 5 pays africains. Grâce à l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé OMS et la division provinciale de la santé, les candidats des provinces ont pu répondre facilement à cet exercice. Les 654 candidats qui ont fait le test en ce jour sont dans toutes les provinces du pays, sauf la province du Haut-Touélé qui n'avait pas déposé de candidature, qui n'avait donc pas de candidature présélectionnée. Mais toutefois, ce jour aussi, il y a un candidat de l'Ituri qui a fait son test au Haut-Touélé où il se trouve actuellement en séjour. Ici à Kinshasa, nous avions 306 candidats présélectionnés et le test est déjà fini. Nous sommes en ce moment à l'étape de la codification des copies. Les autres provinces aussi, il y en a qui ont déjà fini. Ils sont aussi à l'étape de scannage des copies pour nous les envoyer. Parmi les 654 candidats, nous avons 129 candidatures féminines. Plusieurs filières sont alignées pour cette formation, notamment l'économie de la santé communautaire, la santé environnementale, l'épidémiologie nutritionnelle et l'épidémiologie de terrain. Pour cette année académique, l'école de santé publique a reçu une centaine de bourses octroyées par la Banque mondiale. Pour la réussite de ces tests, l'école de santé n'a pas manqué de remercier l'OMS, les SARU et les corps d'aide. Un mot de sport pour clôturer ce journal. 6e et dernière fenêtre des éliminatoires Coupe du Monde de Fédération internationale de basketball 2023. Les Léopards Basket sont attendus du 24 au 26 février 2023 à Alexandrie pour ce dernier virage des éliminatoires. Jusqu'à présent, les fonds pour la mission des Léopards n'est pas encore décaissé par le gouvernement de la République alors que le dossier a suivi son cours normal. Vous n'avez qu'à regarder mon visage et comprendre que rien ne va. Vous avez qu'à comprendre qu'avec cette ère-là, c'est de l'amertume qui nous couvre parce que jusque-là, les choses n'ont pas tellement évolué. Nous sommes encore en train d'attendre. Nous attendions éventuellement encore, nous sommes en train d'attendre un son de cloche du budget pour savoir si à ce niveau-là, le dossier a dû évoluer, auquel cas, bon, ce serait une très bonne chose pour essayer d'envisager le reste avec beaucoup d'opposition. Mais je peux vous assurer que c'est encore très difficile parce que c'est un véritable casse-tête pour l'instant. Nous venons de faire 2 fenêtres sans l'apport du gouvernement. Et c'est encore un autre problème parce que, bon, bien que nous sommes en train de nous battre pour les convaincre à venir, parce que la plupart sont des professionnels, et c'est pratiquement des préalables, c'est des conditions qu'ils sont en train de poser. Nous n'avons pas reçu les premiers, est-ce que nous allons recevoir celui-ci? Donc tout ce qu'on est en train de demander, c'est l'accompagnement du gouvernement, et si nous avons l'accompagnement du gouvernement, j'espère aussi que le premier citoyen de la République, le grand sportif, le président de la République, qui généralement suit la RTNC, pourra en ce moment-là agiter un peu pour voir comment faire déplacer cette équipe nationale. Atassa Kimbembe, Nono Matsekou ont réalisé ce journal qui touche donc à sa fin. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, c'est à 19h avec Pascal Séverine Katanda. Merci à vous. Une fois de plus, on se retrouve très prochainement. Mais il y a beaucoup de Congolais qui n'ont aucune pièce. Donc parmi ceux que vous venez d'énumérer, dans ces cas-là, que feront-ils? Très bien. Tout Congolais qui n'a aucune pièce exigée peut se présenter au centre d'inscription accompagné de 3 témoins qui sont déjà enrôlés dans ce même centre pour témoigner de
son âge et de sa nationalité. Donc, allons tous. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate.